Merci de m'avoir invité pour participer à cette présentation. Je vais diversifier un peu les sujets qui ont été traités aujourd'hui et je vais parler un peu des effets visuels de l'œuvre de Modigliani sur les gens qui l'observent dans la vie quotidienne. Ma présentation, elle va essayer de vous expliquer un peu comment la matière affecte la manière dont les gens s'engagent visuellement avec les peintures de Modigliani. Puis, je vais essayer de révéler les aspects qui attirent l'attention des gens et qui contribuent à la lecture des œuvres de peintres, notamment les éléments spécifiques de chaque partie des tableaux. Et enfin, je vais essayer de dévoiler les traces invisibles formées par les yeux devant la peinture de Modigliani pour faire un peu un dialogue avec tout ce qui Anaïs, par exemple, nous a montré des dessins qui sont cachés derrière les peintures. Donc, je vais essayer de montrer ce qui est fait par nos yeux devant l'image. Bon. Pour comprendre comment les gens ont regardé les peintures de Modigliani, nous avons invité 57 personnes au CEDERMF pendant ces 3 dernières années. 57 volontaires qui ont visité les laboratoires pour des motifs divers et aussi y compris les étudiants de Lille qui ont aussi volontairement regardé les images pour nous. Et on a étudié 25 peintures, dont de fausses peintures. Et chaque peinture a été regardée par 8 personnes en moyenne. Là, vous voyez un peu des images de exposition des œuvres. L'outil que nous utilisons pour enregistrer les regards des gens s'appelle un oculomètre qui vient de la technique d'oculomotricité qu'on appelle en anglais eye tracking. Et nous utilisons un appareil qui est celui que vous voyez sur la photo, qui est le Topi Progress 2, qui a une puissance de 100 Hz, ce qui est assez puissant pour un outil mobile comme celui-ci, qui est très léger et qui permet la mobilité des gens devant une image. Donc, en gros, comment est-ce que ça fonctionne la locomotricité? Vous voyez que les lunettes sont équipées de plusieurs caméras. D'abord, il y a les caméras qui sont tournées vers la scène, qui vont enregistrer ce que la personne regarde, mais on a 4 petites caméras qui sont tournées vers les yeux des participants, qui vont enregistrer donc les mouvements oculaires. Les projecteurs de lumière infrarouge vont projeter donc sur les oculaires des images qui vont après être repérées par des algorithmes. Donc les caméras vont prendre ces images en haute résolution des yeux, des motifs infrarouges sur les yeux de l'utilisateur. Et après, on utilise des techniques d'apprentissage automatique, de traitement d'images et des algorithmes pour déterminer la position de l'œil et les points de regard sur une image donnée. Il y a une procédure qu'on appelle mapping, qu'on va en fait informer au logiciel une photographie de l'image sur laquelle on s'intéresse. Et après, le logiciel va identifier sur la scène enregistrée qu'est-ce qui correspond à cette image. Et puis, elle va surposer sur l'image les traces de mouvement oculaire. Plus spécifiquement, on travaille sur un concept de fixation qui, basiquement, veut dire que quand on a les champs de vision devant nous, on a un angle central qui correspond à peu près 3 degrés de champ visuel, qui correspond à notre vision plus focalisée, qu'on appelle la région de la fovea, qui correspond à la région de la pupille, au fond de la cornéa, en fait, mais est transpercé par la pupille, qui inclut les photorécepteurs en grande quantité qui nous permet d'avoir les détails sur ce qu'on voit. Si vous faites un test, et là, le graphique que vous voyez, la zone bleue, la vision périphérique, on n'arrive pas à repérer des détails sur la vision périphérique. Pour avoir les détails, il faut qu'on bouge les yeux tout le temps et du coup, qu'on s'arrête devant les points d'intérêt. Donc, notre machine, la machine qu'on utilise,
elle permet d'enregistrer ces moments de fixation, c'est-à-dire les moments où les yeux se posent sur un endroit donné. Voilà. Donc, la motricité nous permet d'enregistrement des mouvements oculaires pour identifier les fixations par la détection de la position de la région fovéale. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc ici, vous voyez ce que je vous disais de la lumière infrarouge qui est projetée vers les yeux. Donc on a 6 points qui nous permettent de cibler la pupille. Et donc nous utilisons une tablette pendant l'observation qui nous permet de vérifier si les lunettes sont bien positionnées devant, sur la tête de la personne et devant l'image. Et nous utilisons aussi une procédure de calibrage qui va permettre de garantir la qualité de données, c'est-à-dire qu'on va diminuer l'influence des mouvements du corps et de la tête sur l'identification des mouvements des yeux. Donc ici, c'est un peu comment ça marche dans la réalité. Ces lunettes sont très mobiles et portables, donc on peut inviter les gens à s'y balader devant une image, s'approcher, s'éloigner, de la regarder comme ils feraient dans la vie réelle. Ici, il y a une image qui nous montre un peu les coulisses de ce que nous, on regarde en tant que chercheurs pendant l'observation. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la souris là, mais ici, on a un point, un cercle rouge, et c'est justement à cet endroit qui la personne fixe à ce moment donné. Donc, on est 100% sûr que la personne regarde ici à ce moment. Et là, vous avez une illustration qui nous permet de voir ça en continu. Donc, à chaque fois que la personne bouge le regard, le cercle va augmenter ou va diminuer. Donc, les plus grands les cercles, les plus de temps que les gens s'arrêtent sur un point. Et vous voyez qu'il y a une trace qui est laissée aussi. Donc, notre machine, elle enregistre tous ces petits points. Et c'est à partir de la somme de ces points qu'on va identifier où les gens ont regardé ou où les gens n'ont pas regardé. Voilà. Donc ici, je vous montre un peu comment est-ce qu'on va traiter les informations. Donc on va sous-diviser les informations par thème, par zone d'intérêt, ce qu'on appelle areas of interest en anglais. Donc nous avons choisi de créer différentes typologies pour traiter les données. Donc il y a 3 groupes plus importants, c'est les aspects généraux des images. Donc d'abord la taille, est-ce que la taille influence la façon de regarder les images, oui ou non? Après, les contenus macro, donc on voit que sur le peinture de Modigliani, on a normalement un personnage avec un arrière-plan qui peut être composé de plusieurs motifs, mais en gros, c'est un personnage avec un arrière-plan. Donc, on va comparer ces 2 éléments. Puis, sur les groupes personnages, on a plusieurs aspects qui pourraient influencer des personnages, qui pourraient influencer la façon de regarder les images, comme par exemple la partie du corps, la partie du visage, les types d'œil qui les peintre portrait, la configuration du corps, si la personne est représentée à moitié de son corps, avec son corps entier, que la tête, si le personnage est habillé ou déshabillé, et le sexe du personnage. Et pour finir, on a une interprétation sur les fonds, sur l'arrière-plan. Donc d'abord sur le contenu, s'il y a un contenu clairement identifiable, comme des arbres, des fenêtres, comme on a vu tout à l'heure, ou s'il y a de la couleur, ou si c'est multicolore, ou si c'est monochrome, une seule couleur. Voilà. Donc, on commence par les résultats. Donc, sur les aspects généraux, la taille, on a classé les 25 tableaux, 27, bon, si on inclut le faux, par taille. Donc, on a créé trois échelles de taille par rapport à la division que vous pouvez regarder sur l'écran. Donc, on a les petites toiles, les moyennes, les grandes et les super grandes. Donc, comme résultat, nous avons vu que, de manière générale, les gens vont fixer plus, d'une façon plus nombreuse, les tableaux plus grands, ce qui est assez évident parce qu'il y a une surface plus grande. Mais quand on compare, par exemple, la part de la taille sur
la fixation de l'arrière-plan du personnage, par exemple, on voit que la taille n'influence pas assez suffisamment sur les choix de thèmes observés. Donc, ça nous apporte déjà la première réponse que la taille ne va pas influencer la façon de regarder l'image. Donc, à peu près, les personnages et les arrière-plans vont être regardés de façon similaire, peu importe la taille de la toile. Voilà. Donc, le deuxième aspect qu'on a étudié, c'est les types de contenu affiché sur l'image. Donc, on a créé une zone d'intérêt que vous voyez en vert qui correspond au personnage et une zone d'intérêt qui correspond à rouge, par exemple, qui correspond à l'arrière-plan. Donc, est-ce que les gens regardent plus l'arrière-plan ou les personnages? C'est la question. Donc, on a vu que normalement, les gens vont fixer davantage les personnages et pourtant, la différence entre l'arrière-plan et les personnages, même si elle existe, elle est de l'ordre de 3 fois plus importante sur les personnages que sur l'arrière-plan. Ça paraît beaucoup, mais si on compare avec d'autres œuvres, moi je fais un travail sur le retable d'Isenheim de Grunewald, et on voit que cette différence peut être beaucoup plus large entre regarder les personnages et s'intéresser à l'arrière-plan, aux personnages. Donc je peux dire que il y a une espèce d'approchement entre la façon de regarder les fonds et les personnages sur les œuvres de Modigliani, ce que m'a surpris au départ parce que normalement on s'attend que l'élément le plus important de l'image, c'est les personnages représentés, mais les fonds, l'arrière-plan va concurrencer beaucoup d'une façon importante avec les images. Et à la fin de ma présentation, je vais vous montrer comment ça se fait dans la pratique. Donc, une autre catégorie, une autre typologie qu'on a créée, c'est sur les personnages. Donc, si on isole que les moments où les gens regardent les personnages, quelles sont les parties du personnage qui sont les plus ou les moins regardées? Donc, on a créé plusieurs zones d'intérêt aussi, comme par exemple les corps, les cheveux, les chapeaux pour les pointures voilà, qui représentent un chapeau, les mains, les coups et la tête. Donc, on voit que la zone la plus regardée des personnages, c'est normalement la tête, ce qui est assez en lien avec les études oculométriques qui montrent que nous avons beaucoup d'intérêt sur les visages quand on voit un autre être humain, donc ça c'est tout à fait normal. Mais après, quand on voit les deuxièmes éléments les plus regardés, on voit les corps des personnages, donc tout ce qui est vêtements et voilà, éléments non corporels, il n'y a pas la peau par exemple qui apparaît. Et contrairement aussi à ce qui est très important dans l'œuvre de Modigliani, par exemple les cous qui est allongé normalement, les vêtements sont plus regardés que les cous, même si les cous ont une surface assez différenciée par rapport au style d'autres peintres, et aussi en termes de surface, parce que les cous occupent une surface assez importante de peinture, et pourtant il n'est pas parmi les zones les plus regardées. Donc là, on va voilà, aller beaucoup plus loin les détails. Et donc, on va cibler sur les visages des personnages. Donc, dans les visages, qu'est-ce que attire les moins et les plus attention? Donc, on a créé des zones d'intérêt aussi divisées par exemple, les nez, la bouche, les oreilles ou les yeux. Donc, on voit que les yeux sont les zones les plus regardées du visage. Suivi bon, pas très près, mais bon, suivi du nez du personnage. Donc, il y a un attrait important pour le nez. Après, nous avons la bouche et finalement les oreilles. C'est intéressant de voir la relation oreille-bouche parce que la plupart des personnages affichent une bouche, mais ce n'est pas tous les personnages qui affichent une oreille et encore moins 2 oreilles. Voilà, parce que des fois, les personnages sont tournés, comme la fille rousse qu'on peut regarder sur l'image.
Donc, nous avons vu aussi que quand on travaille sur le saccade, que je ne vais pas présenter ici aujourd'hui, que ce sont des mouvements oculaires très rapides, les oreilles servent un peu de point de repère aussi pour peut-être faire une transition entre les zones d'intérêt des gens et entre passage d'un tableau à l'autre aussi. Parce que c'est l'élément peut-être le plus reconnaissable près du bord du tableau que les gens regardent. Du coup, là, on a très visuel assez intéressant pour les oreilles. Et donc là, en parlant des yeux, on voit que Modigliani a une façon très particulière de représenter les yeux du personnage. Donc on a sélectionné trois types possibles de représentation des yeux. Donc d'abord, il y a les yeux vides, où il n'y a pas de pupille ou de représentation très claire, comme Michel Menu nous a montré ce matin. Nous avons aussi un deuxième type, c'est un type plus traditionnel de représentation visuelle des yeux qui comporte tous les éléments classiques, la pupille, la zone blanche, etc. Et un troisième type qu'on appelle mixé, qui est un mélange entre euh, vision traditionnelle des lieux et des yeux vides. Donc, comme on parle beaucoup des yeux de Modigliani, de l'œil de l'âme, des choses comme ça, on s'est intéressé comment est-ce que les gens vont regarder cette partie du corps des personnages. Donc, nous avons découvert que les yeux les plus regardés, qui les gens s'intéressent les plus, ce sont les yeux mixés. C'est les types d'œil qui attirent le plus l'attention des participants d'une façon complètement inconsciente parce que, en fait, les mouvements oculaires, ils sont très vite, donc les gens n'ont pas forcément sont au courant de toutes les micro-fixations qu'ils font sur une image. Et donc, les yeux mixés sont suivis par les yeux traditionnels. Et après, il y a une espèce d'inversion, si on pourrait dire, aux yeux vides, parce que ce sont les zones moins regardées. Donc, si on pourrait dire qu'il y a un type d'œil que les gens évitent à peu près, les yeux vides causent une espèce d'aversion visuelle, au moins en termes de nombre de fixations. Voilà. Là, on a un autre exemple qui est sur la configuration du corps. Donc, on a découvert que, en gros, les personnages qui sont à moitié corps, vont pouvoir les mains, sont les plus regardés que les autres, même si les visages et le corps entier sont un peu en équivalence. Voilà. Et on voit aussi que certains éléments, ils vont influencer sur la part de l'arrière-plan et de personnages sur la visualisation globale. Donc, si on prend par exemple l'écart entre euh, les corps à moitié, par exemple, les tableaux qui présentent un corps à moitié et la part du corps de l'arrière-plan et de personnages sur ce type de tableau, c'est moins important que les autres. Donc, on voit aussi que des fois, la typologie peut influencer sur les rapports arrière-plan et personnages. Là, on a curiosité, est-ce que les personnages déshabillés vont attirer plus d'attention que les personnages habillés? Donc, on a vu que effectivement, les personnages déshabillés, ils vont attirer un nombre plus important de fixations dans son ensemble. Mais il y a une question intéressante, c'est que l'écart entre la visualisation de l'arrière-plan et du personnage déshabillé, il est moins grand que dans les autres cas. C'est-à-dire que quand il y a un personnage déshabillé, même si les gens fixent plus ces types de panneaux, on pourrait dire, de tableaux, ils vont aussi diverger. Donc, on ne sait pas si pourquoi, mais il y a une visualisation plus homogène de l'image à la fin, même si on attendrait que les gens regarderaient plus souvent les corps à les cibler. Après, à la fin, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que sur les corps nus aussi attire le plus ou le moins d'attention spécifiquement. Et là, s'il y a une différence de homme-femme, on a vu que non. Donc, normalement, les tableaux avec les femmes attirent un peu plus d'attention que les autres. Et quand il y a
une femme sur le tableau, le, on pourrait dire l'écart, il est plus important pour la femme. Donc, c'est-à-dire, si là, une femme, les gens vont regarder moins l'arrière-plan que quand il est un homme. Vous voyez à côté, quand il est un homme, sur l'image, les gens regardent aussi l'arrière-plan davantage. Donc, les femmes attirent beaucoup l'attention dans ces cas. En ce qui concerne l'arrière-plan, on a créé deux typologies, donc avec contenu, comme les arbres, les chaises, comme on peut voir, et sans contenu, que la couleur à côté. Donc on voit que les images avec un contenu sont légèrement plus fixées que sans contenu. Et on voit que l'écart aussi entre regarder l'arrière-plan et regarder les personnages. Quand il y a quelque chose sur l'arrière-plan, c'est moins important dans ces cas. Donc, l'arrière-plan, le contenu va concurrencer beaucoup avec les personnages comme c'était prévu. Et pour finir, il y a aussi la question de la couleur de l'arrière-plan. Donc, quand il y a, par exemple, un arrière-plan noir ou sombre, les gens vont regarder davantage ce type d'image et se concentrer plutôt sur le personnage qui est représenté sur ce type de représentation. Là, je vais partir pour une deuxième partie de ma présentation qui va aller assez vite, mais je vais vous montrer deux types de représentations visuelles qui nous permettent de comprendre exactement où les gens regardent. Donc d'abord, il y a les cartes de chaleur, qui est une visualisation de données qui montre l'ampleur de fixation sur forme de couleur, rouge, plus fixé, vert, moins fixé, et les parcours de regard, c'est la trace invisible laissée par les yeux. Donc là, on voit un exemple, par exemple, de Moïse Kisling. Donc, on voit exactement où est-ce que les gens regardent. On voit un trait énorme sur les visages, mais beaucoup sur les mains aussi et sur les fonds. Donc, quand je vous parle que les fonds, il est très important aussi dans l'œuvre de Modigliani, ça c'est un bon exemple parce que les taches qui sont sur les corps de personnages, sur la fenêtre, elles attirent énormément l'attention dans un ensemble de l'image. Et à côté, on peut voir la trace, quels sont les mouvements qui sont faits devant l'image, et on peut repérer que c'est très, très divers en fait la distribution de la visualisation de l'image. Donc, même si les gens regardent plus les visages, mais on voit qu'ils regardent beaucoup plus aussi. C'est une question de quantité plus élevée sur les visages, mais la lecture, elle est assez riche. Et là, je vous présente aussi une version alternative de la même représentation qui, c'est ce que j'appelle un peu les dessins sous-jacents de l'image, qui fait un peu dialogue avec Anaïs, parce que, en fait, on ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'une personne regarde une image, on forme un mouvement qui, si on les trace, on va former un dessin aussi. Donc là, c'est les dessins formés par l'image de Moïse. Là, on voit à l'université à la chemise la même chose. On voit que l'attrait de l'arrière-plan, il est assez important et même plus important que l'attrait des zones plus évidentes et plus polémiques, si on pourrait ainsi dire, de l'image. On voit sur la trace du regard qu'il y a un attrait énorme vers la gauche du tableau et la droite qui parle. Donc là, on voit les dessins sous-jacents aussi. Ici, c'est un autre exemple intéressant de maternité où on a deux personnages. Donc, on voit une relation énorme de aller-retour entre les deux visages, par exemple, qui est très intéressant de comprendre. Donc, il y a un dialogue entre les deux personnages dans la vision des gens. Mais aussi, il y a un dialogue assez important avec la tache blanche qui est à côté. Donc, on voit aussi l'importance de tout ce qui est de l'arrière-plan sur la visualisation de l'image. Et qui peut-être les historiens devraient aussi tenir en compte lorsque on fait l'échelle de l'importance des éléments représentés par Modigliani. Donc ici, ça fait une très belle image de dessin sous-jacent de maternité. La tête rouge nous apporte une autre information qui est le suivi des lignes. Donc, on voit que lorsqu'il y a des lignes, normalement, le regard, il va suivre ces lignes d'une façon assez intéressante. Donc, les lignes qui sont sur les côtés, sur les hauts de la tête du personnage, vont être très marquées dans ces cas. Il nous présente une version différenciée de possibilités possibles de regard des images guidées par les éléments
euh, de la matière. Donc là, on voit les dessins. Ici, on a Viking et Glynn qui nous présente aussi une autre façon de regarder, qui est très pointue, très ciblée sur les craquelures, les détails qui sont euh, répandus sur l'image. Et aussi la trace que plusieurs utilisateurs laissent lorsqu'ils regardent cette image. Voilà. Ici, on arrive presque à la fin de ma présentation et nous avons classé donc toutes les heatmaps, les cartes de chaleur de toutes les images d'après une classification qui pourrait être faite selon une zone plus importante et homogène de visualisation. Ce sont les trois premiers où les gens fixent sur les endroits très précis d'une façon plus coordonnée, pour ainsi dire. Après, il y a un mélange entre les zones plus précises et des zones moins importantes, mais nombreuses. Et le troisième groupe, c'est un groupe où il y a un intérêt énorme par des éléments qui sont très distribués d'une façon pas logique d'après les présupposés que les personnages guideraient forcément l'attrait visuel des images de Modigliani. Et je vous attire l'attention sur l'image qui est au centre en bas du petit garçon roux, qui est aussi un bon exemple de un personnage où il n'y a pas une ligne correcte, mais que la forme du corps du personnage crée un type de visualisation horizontale, et ça se voit aussi sur beaucoup d'autres cas, comme Femme aux yeux bleus aussi, Viking et Glynn, d'une certaine façon, Portrait de Paul Alexandre devant un vitrage, et ainsi de suite. Donc on a cette verticalité voilà, sur les regards, mais qui n'est pas forcément la règle comme on voit sur les premiers groupes. Donc là, je vous montre pour finir deux ou trois exemples avec les images derrière pour que vous puissiez regarder l'image originale. Ici, les traits, les dessins sous-jacents avec les images pour que vous puissiez comparer donc les éléments qui peuvent attirer l'attention. Caryatide, c'est un bon exemple aussi parce qu'on n'a pas des éléments figuratifs derrière l'image, mais pourtant les gens regardent beaucoup autour de personnages, ce qui est intéressant. Et Jean Beauterne aussi, parce que les cheveux sont très bien travaillés en termes de texture et comme Charlotte nous a montré, bon, sur les sculptures, mais c'est très taillé, on pourrait dire. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un intérêt grand pour les cheveux du personnage. Et là, je vous laisse mon image finale, qui est un peu l'ensemble de tous les dessins faits par les yeux des gens sur chacune des images. Donc, on voit ici une proposition complètement différente, inédite des images de Modigliani, qui c'est justement l'effet de ces images sur nous. Et que ça crée un nouveau dessin qu'on peut regarder et on peut trouver à partir de la technique de l'homotricité et qui peuvent faire un dialogue aussi avec les dessins qui sont cachés derrière les images. Et voilà, je vous laisse en 2 secondes pour regarder les images. Et bon, mes conclusions, donc, c'est que la façon de regarder l'image, il y a une tendance en inspection visuelle détaillée des œuvres. Il y a une attention concentrée sur les tâches et sur les textures, réparties sur toutes les pointures. Il y a une préférence visuelle pour les personnages représentés, bien sûr, un intérêt dirigé vers la tête, plus spécifiquement vers les yeux des personnages, et en particulier les yeux peints à la manière mixte. Voilà. Il y a une aversion aux yeux complètement vides. La plupart du temps, les fixations est dirigée vers les éléments bien identifiables. Les caractéristiques de bas niveau, les tâches, etc., les couleurs, telles que les formes abstraites, jouent un rôle aussi important que le personnage dans l'expérience visuelle de peinture de Modigliani. Et ça, c'est la chose la plus importante de ma présentation, je pense. Puis, on a vu que les tailles de peinture n'affectent pas la visualisation des œuvres. Les couleurs sont un aspect important qui guide l'attention des gens sur différentes parties. Les types de l'arrière-plan peuvent potentiellement améliorer la perception du personnage.
L'aspect accidenté de l'arrière-plan incite les gens aussi à bouger largement les yeux pour trouver une idée de ce qui est affiché. Donc, c'est un peu une recherche pour les sens de l'image qui peuvent voilà, se passer spontanément. Et les formes et les lignes jouent également un rôle essentiel sur l'observation des œuvres de Modigliani. Donc, je vous remercie de votre attention et j'aimerais en particulier remercier Anaïs Gentil-Vincent qui m'a chaleureusement accueilli pendant ces 3 années en étant à côté de moi d'une façon très enthousiasmée par rapport à cette recherche d'oculomotricité. Donc, merci beaucoup Anaïs. C'est grâce à elle aussi qu'on voit cette présentation aujourd'hui. Bien sûr, à Michel Menu qui m'a invité à aussi travailler sur ces très beaux projets, à Jean-Marie Schaeffer, à l'OHSS, qui fait partie aussi du financement de projets de localité ou de RMF, à Marie-Amélie, à Benoît, Doulam, qui m'ont accueilli aussi sur l'exposition. Je vous remercie beaucoup. Et à toutes les volontaires qui ont participé à l'étude. Merci.